le Salon de la copropriété, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Drieux Combalusier et Axéo, sur Radio Imo. Oh, qu'elle va être sympa cette table ronde, je sens. 14h40, soyez les bienvenus sur Radio Imo. Nous sommes là pour vous faire vivre en direct ou en différé cette nouvelle édition du Salon de la copropriété et de l'habitat au Parc des Expositions, porte de Versailles, où je reçois ici pendant 2 jours de nombreux invités. Et là, on va faire une table ronde avec 3 invités qui m'ont rejoint. Édouard Morlot, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, oui, pour celles et ceux qui... et bonjour pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Voilà. Édouard, vous êtes président délégué national de l'UNIS. Bienvenue. Merci de répondre à nos questions. Nathalie Mougeot, bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, vous êtes responsable prescription, partenariat et développement commercial chez EDF. Merci d'être présente également et de répondre à nos questions. Avec et Mathieu. plaisir. Mais ouais, vous êtes la bienvenue, Mathieu Le Drezen, bonjour. Et bonjour. Il a une banane, le Mathieu, ça va bien? Ça va très bien. Directeur commercial chez Axéo, bienvenue à tous les 3 et merci de répondre gentiment à cette invitation. Tiens, une première question peut-être pour tous les 3. Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce rendez-vous, de ce salon et pourquoi c'est important pour vous d'y être? Allez, on va commencer par Nathalie. Alors c'est un salon très important parce que, on le sait, la copropriété aujourd'hui est très en retard sur la rénovation énergétique et qu'il y a énormément de choses à faire et à mettre en œuvre. Si on regarde notamment par rapport au parc public, contrairement à l'idée reçue chez beaucoup, Oui. Il y a encore plus de 1,5 million de logements qui sont en EFG et donc qui globalement sont... aujourd'hui dans les cibles de la loi énergie-climat pour sortir de ces étiquettes et aller plutôt sur du A ou du B, donc qui sont avec des charges de copropriété qui peuvent être importantes en termes énergétiques et donc beaucoup de choses à leur proposer. Donc c'est le moment d'échanger à la fois avec les copropriétaires et puis avec les partenaires qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient de l'UNIS ou que ce soit aussi les assistants maîtrise d'ouvrage, bureaux d'études et autres, ou maître d'œuvre, de manière à trouver les bonnes solutions et à bien se coordonner pour simplifier aussi cette rénovation. Mathieu Le Drezen pour Axéo, pourquoi c'est important évidemment d'être présent sur ce type d'événement? C'est des événements sur lesquels aujourd'hui on peut rencontrer nos partenaires, qui sont effectivement les syndics, les fédérations, les partenaires institutionnels et tout le réseau de la rénovation énergétique. Et puis si on se rappelle bien... clairement, quelle est la cible? Le parc privé, comme l'a dit Nathalie, il est en retard, on doit travailler dessus. C'est celui qui est peut-être le plus difficile à traiter parce que c'est chaque copropriétaire qu'on doit convaincre pour qu'il vote ses projets de rénovation. Et ça reste de l'humain. Et si on se rencontre sur les salons aujourd'hui, c'est justement pour, entre humains, réussir à trouver les leviers pour avancer sur nos projets. Trouver des solutions communes et avancer Exactement. ensemble. Édouard Morlot, on en a parlé évidemment ce matin. On rappelle que l'UNIS est partenaire de ce salon. Donc évidemment que c'est important d'être présent sur ce type d'événement. Vous n'allez pas me dire le contraire, évidemment. Bien sûr que non. Et c'est l'occasion, une fois par an, à Paris, de retrouver nos clients copropriétaires, nos partenaires et les professionnels de l'immobilier. Et tous ces gens-là travaillent ensemble. Donc c'est l'occasion de créer du lien et de répondre aux attentes. Aujourd'hui, les copropriétaires sont inquiets pour la rénovation, pour le maintien et la conservation de leurs bâtiments. Les gestionnaires ont besoin d'aller trouver aujourd'hui des partenaires qui vont les aider à avancer. Et aujourd'hui, c'est un vrai lien, c'est un vrai melting pot aujourd'hui du monde de l'habitat. Et je trouve ça exceptionnel que tous ces acteurs puissent se rencontrer aujourd'hui, clients, professionnels et partenaires, dans un même salon sur 2 jours. Et clairement, vos attentes sur ces 2 jours, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les copropriétaires puissent rencontrer au travers des conférences et de répondre aux attentes. On a pu animer une conférence ce matin sur la loi climat qui est exceptionnelle. Et le faire aujourd'hui avec ces copropriétaires qui sont en attente, qui sont encore inquiets, qui peuvent être climato-sceptiques encore pour certains, c'est aujourd'hui de les convaincre, de leur dire voilà, il y a urgence, il faut rénover vos bâtiments. Et aujourd'hui, vous avez tous les acteurs autour de vous. Vous avez les professionnels de l'immobilier qui sont là, les syndics, et vous avez aujourd'hui les maîtres d'œuvre, les fournisseurs d'énergie. Enfin, vous avez tout le monde là, sans bouger, sur place pendant 2 jours. C'est exceptionnel quand même. Parlez bien dans le micro. Mathieu Drezen, comment Axéo contribue-t-il finalement à la rénovation énergétique des copropriétés?
Nous, on est alors je vais peut-être pas dire le premier maillon, parce que le vrai premier maillon, je pense que ce sont les partenaires syndics. C'est eux qui gèrent les immeubles et c'est eux qui vont porter le discours initial. En tout cas, on est ce première action extérieure qui va être l'étude pour la rénovation énergétique, c'est-à-dire le constat dans quelle situation se trouve ma copropriété, quelle lettre énergétique via le DPE collectif, quelle piste d'amélioration via le plan pluriannuel de travaux. Et c'est à partir de ces différents scénarios qu'on va pouvoir se projeter en se disant, à horizon X années, je veux pouvoir avoir une copropriété dont la lettre énergétique va être C, B éventuellement, voire A, une copropriété extrêmement performante, BBC rénovation dans certains cas. Ouais. Et on est ce premier niveau, en fait, cette première étude qui va permettre de dire, ok, on peut se lancer dans un projet, on sait dans quelle situation on se trouve, et ensuite on va pouvoir monter un consortium de professionnels qui vont aider au financement, qui vont aider à valoriser les C2E, qui vont réaliser les travaux, les syndics qui vont porter les projets. Il ne faut jamais oublier que si on n'a pas le chef d'orchestre qui a cette casquette de je chapeaute tous les acteurs et je vulgarise le discours auprès des copropriétaires, on n'avance pas. Les copropriétés en A, il y en a beaucoup? Alors, les immeubles les plus récents, Ouais. de toute façon, et puis certains immeubles existants sur lesquels on fait des opérations extrêmement ambitieuses, plusieurs millions d'euros de travaux, mais avec les financements, les aides, aujourd'hui on arrive à monter des opérations extrêmement intéressantes et rentables. Et vous avez des services spécifiques que vous proposez directement aux syndics et aux copropriétaires? Alors nous, nos services spécifiques, c'est d'avoir une première casquette qui est l'étude initiale, comme Ouais. je le disais, une première équipe, une équipe de diagnostiqueurs, chargés d'études, ingénieurs en réflexion, en conception. C'est vraiment la partie DPE collectif et projet de plan pluriannuel de travaux. Et à partir du moment où on va réussir à partir vers cette phase de travaux, donc c'est aussi beaucoup de pédagogie, c'est réussir à convaincre des copropriétaires, à les embarquer dans un projet. Ça se fait, comme je le disais, en partenariat avec tous les acteurs. Et là, on pourra prendre une deuxième casquette, qui est la casquette d'assistant à maîtrise d'ouvrage ou de maître d'œuvre pour la réalisation des projets et le suivi de la réalisation de ces projets. Nathalie, les solutions énergétiques qu'EDF propose justement aux copropriétés, quelles sont-elles? Alors, on a un grand nombre, alors par rapport à la chaîne qui vient d'être définie, on peut agir soit en amont par l'analyse des factures, aussi en proposant justement de la maîtrise des charges, ou en accompagnant des programmes aussi autour de la sobriété. On a fait ce matin sur notre stand le lancement d'un programme qui s'appelle Cube Logement, qui va mettre les copropriétés dans un challenge en fait pour aller chercher des économies rien que sur de la sobriété sans travaux, à part du comptage, et améliorer donc le suivi. Donc là, par exemple, et les premiers retours d'expérience montrent des économies entre 15 et 25%. Ça s'appelle comment, le Cube? Cube Logement. Cube Et Logement, donc, ça va être le championnat de France de l'efficacité énergétique. C'est sympa ça. Voilà, donc ça a été lancé ce matin. C'est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie et qui a été validé par le gouvernement, donc qui se lance et qui va là pour le parc public comme pour le parc privé. Là, cette question, elle s'adresse à tous les trois finalement. Quelles sont les solutions? Il y en a beaucoup, hein, mais les principales, on va dire, pour améliorer justement la performance énergétique des bâtiments. Si on devait faire un tour de table, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Alors, il y a plusieurs choses, mais je pense que déjà, il y a de la pédagogie. Et là, je pense que je vais tout de suite passer la parole à Édouard, parce que je pense que c'est le mieux placé. C'est lui qui est en contact quotidien avec à la fois les syndics et aussi les copropriétaires. Mais la pédagogie, c'est le premier point. C'est déjà faire comprendre les choses. Alors, la pédagogie, oui, au niveau des copropriétaires, mais pour faire de la pédagogie, il faut être formé. Oui. Il faut maîtriser ces sujets, parce que vous ne rentrez pas dans l'arène sans maîtriser, parce que vous avez des objections qui sont quand même assez régulières. Il faut être capable de l'élever. Et ça tombe bien, l'UNIS fait de la formation. L'UNIS fait de la formation, fait de l'information, fait des universités de la copropriété, forme ses adhérents à un site qui s'appelle 1+, et qui permet justement, dans les obligations aussi des 42 heures de détenteurs des cartes professionnelles, de pouvoir faire leur formation sur les 3 ans, voilà, et de former ces gestionnaires. Pour moi, la formation est la base. Si on n'a pas de formation, on n'est pas capable aujourd'hui. Dans le biberon, on ne l'a pas, ça. Donc, Ouais. Nathalie? Alors, pour moi, il y a 3 volets. Ouais. Si on regarde, il y a ce qu'on appelle justement ce que j'appelais la sobriété, donc savoir réduire ses consommations ou consommer de manière plus intelligente, de manière à abaisser la consommation. C'est toute la pédagogie qui a été mise en place, notamment par le gouvernement pendant la crise énergétique. Il y a le volet efficacité énergétique qui là va être plus basé sur les travaux et notamment tout ce qui est isolation.
On le voit, hein, il y a encore énormément de passoires énergétiques. Et puis, on a un troisième volet qui va être plus sur le changement d'usage aussi et la décarbonation, en mettant des équipements à la fois plus performants, plus efficaces et surtout plus décarbonés au niveau des systèmes énergétiques, et donc en basculant sur la sortie des gaz, la sortie des énergies fossiles. Ouais. Voilà, c'est les trois domaines qu'il faut vraiment regarder conjointement, je dirais, pour arriver à une performance optimale. Comment Axéo répond aux défis proposés par la loi Habitat dégradé ? Alors c'est un autre sujet effectivement, mais qui est complémentaire. Oui. Aujourd'hui, dans l'habitat dégradé, donc il y a une problématique de savoir si oui ou non on va se retrouver dans des situations, on va dire périlleuses, clairement avec des immeubles, donc éventuellement avec arrêté de péril. Donc on est sur des situations de risque structurel notamment. Aujourd'hui, nos études initiales ne portent pas que sur la rénovation énergétique, puisqu'un projet de plan pluriannuel de travaux, c'est un carnet, on va dire, des travaux potentiels à envisager sur une copropriété, voire des travaux nécessaires pour le maintien en état et la pérennité dans le temps d'un immeuble. Il nous arrive de faire des demandes auprès à la fois des syndics et des instances sur des traitements urgents pour des problématiques structurelles. On a retrouvé des bâtiments sur lesquels vous retrouvez des fissures, et c'est pas juste de l'esthétique, et on dit attention, on doit avoir une action, et une action immédiate, pour éviter de se retrouver dans les situations qu'on a pu connaître à Lille, à Marseille. Et quel type d'action immédiate ? Action immédiate en général, comme je vous dis, si c'est pas déjà déclaré, c'est arrêté de péril. Et deuxièmement, c'est des actions d'études plus poussées en structure, et deuxièmement, trouver les solutions de mise en place. Donc en général, vous étayez un bâtiment ou une façade et vous allez traiter tout de suite d'éventuelles fondations ou de problématiques de ce type-là. Sur l'habitat dégradé, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose ? Je pense que Mathieu a tout dit. Enfin, je pense qu'il faut plus qu'on vive de catastrophes aujourd'hui, d'effondrement d'immeubles, des pertes humaines. Ça, pour moi, c'est un sujet. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment traiter parce que beaucoup d'immeubles pour lesquels on ne connaît pas, on entend des craquements, des fissures. Et je pense que là, il faut vraiment être en amont pour éviter. Et ça ne se traite pas une fois que l'immeuble est effondré, une fois qu'il y a des vies qui sont en jeu. Ça, c'est le côté, sur ce côté structurel. Et le côté, pour nous, syndics, c'est la lettre recommandée électronique. Une fois de plus, ça va dans le bon sens. Au lieu d'envoyer des quantités de papier, des enveloppes et d'avoir une empreinte carbone élevée, là, on va pouvoir passer. Alors, les mails ne sont pas une empreinte carbone zéro, mais ça va dans le bon sens aujourd'hui, et préservons nos forêts aujourd'hui dans le cadre de la transition énergétique et écologique surtout. Nathalie, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, pas grand-chose sur l'habitat dégradé. Alors, je voulais voir un point avec vous quand même, c'était sur la mixité énergétique dans les logements collectifs. C'est quoi la position d'EDF sur le sujet ? Comme je le disais, de toute façon, si on veut respecter la neutralité carbone en 2050, en gros, il n'y a pas le choix. Il faut diviser par 2 la consommation d'énergie dans les bâtiments et sortir complètement des énergies fossiles. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions qui existent, qui sont déjà existantes sur le marché. Je dirais tout ce qui est raccordement au réseau de chaleur, qui permettent d'avoir accès à des énergies renouvelables de proximité ou des énergies de récupération, comme tout ce qui est usine d'incinération, etc. Il y a la pompe à chaleur, qui est aujourd'hui une véritable solution, alors assez méconnue encore en France sur le logement collectif, alors qu'il existe un panel de solutions. Et d'ailleurs, il y a pas mal de représentants sur ce salon qui peuvent proposer des solutions en logement collectif. Et puis, il y a toutes les solutions aussi qui reviennent beaucoup de radiateurs électriques, alors nouvelle génération, qui sont beaucoup moins consommateurs qu'avant. C'est pas plus les grille-pains. On n'est plus sur les grille-pains, on est sur des radiateurs intelligents avec des détections de présence, des détections d'ouverture des fenêtres, etc. Donc des outils qui sont très adaptés. Et puis il ne faut pas oublier ce qui est en train d'arriver très fortement, c'est la gestion de l'inconfort d'été, ce qu'on appelle l'inconfort d'été. Autrement dit, comment rafraîchir nos logements, parce que ça devient une véritable problématique. Et que la clim n'est pas forcément une solution en soi. Voilà, le petit climatiseur extrêmement énergivore n'est pas une solution en soi. Donc il y a des solutions passives qui existent et qui peuvent être mises en place dans le cadre d'une rénovation, ou des solutions actives comme la PAC RR qui peuvent, sur une pièce de vie, permettre d'avoir au moins un endroit vivable dans l'appartement. Donc mais ça doit être anticipé notamment au moment des rénovations.
Donc la mixité, c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Et le dernier projet, la SNBC 3, est sorti la concertation est sortie il y a quelques jours. Et montre que la position pour le bâtimentaire, c'est celle-là. C'est principalement réseau de chaleur, pompe à chaleur, enfin thermodynamique, un petit peu de biomasse, dans lequel il peut y avoir du biogaz, mais pas excessivement puisqu'il est prévu pour d'autres usages. Et tout ce qui est par contre isolation pour permettre de réduire cette consommation. Oui. Ouais, moi je dirais un mot supplémentaire. Bien sûr. Il faut utiliser les panneaux photovoltaïques. Enfin, l'énergie est quand même la plus propre. C'est le soleil qui la distribue. Il n'y a pas besoin de la transporter. Zéro empreinte carbone. Il n'y a pas de problème avec les batteries? Ou la fabrication, en tout cas, des panneaux. À un moment donné, il y avait ce sujet-là. Ouais, c'est un sujet. C'est un non-sujet. C'est un sujet plus ou moins résolu à partir du moment où on fait le choix de panneaux solaires fabriqués en Europe, notamment. Et de plus en plus aujourd'hui, on a une capacité au recyclage des panneaux. Ouais. Mais il faut mieux mettre des panneaux solaires ou importer le gaz d'Ukraine? Oui. Non, mais... C'est la vraie question qu'il faut se poser, finalement. Non, et il y a des usines qui se recréent effectivement en Europe, et notamment on parle d'usines aussi qui se recréent en France. Donc voilà, ça va alléger le bilan carbone quand même des panneaux solaires. Après, par rapport aux batteries, ça dépend si on est en autoconsommation directe. Oui. On aura beaucoup moins besoin de batteries. Donc ce qu'il faut, c'est que les installations soient correctement dimensionnées pour pouvoir autoconsommer au maximum sur le bâtiment. Ouais. Et ce qui est valorisé d'ailleurs après sur la facture. Évidemment. Voilà, c'est autant d'énergie économisée. Clairement. Je partage complètement l'avis de Nathalie. Enfin, on est en train de réfléchir sur des moyens aujourd'hui d'utiliser pour charger ces véhicules, charger et de renvoyer finalement l'énergie trop que vous avez en supplément dans votre véhicule pour le réinjecter sur le réseau qui va partager un autre. Donc il faut qu'il y ait un partage intelligent aujourd'hui de cette énergie produite par les panneaux, et produire l'eau chaude sanitaire, ça a du sens aussi. Si on n'est pas encore au chauffage, commençons déjà à avancer sur ces sujets-là. Alors effectivement, c'est la notion de flexibilité, quelque chose qui revient de plus en plus et qui sera nécessaire de toute façon d'une manière générale. Et cette flexibilité, elle peut se faire par effectivement, le bâtiment n'est plus isolé, mais il est bien dans la sphère urbaine, y compris avec l'usage des véhicules et les bornes de recharge qui sont arrivées aujourd'hui, qu'on appelle V2G, véhicules to grid, donc qui vont pouvoir stocker à certains moments. Donc par exemple, vous allez au centre commercial, vous avez de l'énergie solaire, puisque plus de 500 places, vous êtes obligé de couvrir maintenant avec des ombrières. Donc vous allez recharger dans le centre commercial et décharger le soir au moment de la pointe. Et pouvoir recharger en pleine nuit. Enfin, voilà, donc c'est vraiment une distribution intelligente de l'énergie et le partage de l'énergie. La batterie de la voiture va devenir la batterie du bâtiment. Pour en revenir au sujet central du salon de la copropriété, c'est quoi les principales problématiques auxquelles justement les copropriétés aujourd'hui sont confrontées quand on vient vous trouver là sur ce type de salon? La complexité des procédures. Ah. D'accord. Est-ce que c'est propre à votre domaine d'activité? Il y a la complexité à monter les opérations. Alors, il y a le fonctionnement de la copropriété. Il faut se le dire très clairement. Une copropriété, c'est des personnes qui, individuellement, ont un logement et doivent se mettre d'accord collectivement sur un projet. Ouais. Je vois Édouard qui sourit parce qu'il le sait mieux que n'importe qui. Aujourd'hui, monter un projet quand vous n'êtes pas seul à décider et que tout le monde collectivement doit être d'accord, ou en tout cas une majorité, c'est pas toujours simple. Donc il y a déjà ce point-là. Donc beaucoup de pédagogie, convaincre, avoir les bons arguments. Et à partir du moment où ce fonctionnement-là arrive à aller dans le bon sens, on touche à quelque chose d'important. C'est qu'on n'est pas en train de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. On touche dans le portefeuille de chaque personne. Donc il faut amener des solutions de financement. Et ce projet, cette complexité de projet, elle doit être accompagnée de l'AMO, du financement, de tout un écosystème qui doit prendre en compte le fait qu'on n'est pas en train de dire on ne sait pas où on va et on ne sait pas qui va le faire, c'est on sait comment on le fait, on sait comment on le finance et on vous le présente de manière simple, de façon à ce que vous puissiez prendre une décision pour avancer. Edouard ? Si on résume, les bons interlocuteurs dans leur rôle, tout simplement, et chacun dans son rôle, et chacun est le syndic, et pas aujourd'hui le sachant, il est le chef d'orchestre pour mettre les bons interlocuteurs, pour faire passer les bons projets, et que les projets avancent et soient validés. Enfin voilà, je pense que je résume la situation, mais si on arrive à faire ça, on a tout gagné. Le rôle de l'UNIS finalement, dans la promotion de la collaboration entre syndic et copropriétaires ? Au travers des universités de la copropriété, continuer à former gratuitement nos copropriétaires sur l'ensemble du territoire, d'avoir une pédagogie aujourd'hui pour les inciter
de faire les travaux avant la fin du monde, finalement. Donc voilà, c'est assez marrant de mettre un peu de dérision dedans, mais c'est ce qui permet d'accrocher et de... Je vais vous donner un sujet qui était marrant, et je prends 3 secondes. Allez-y. Solia, qui aujourd'hui est un bureau aussi d'études et qui est plutôt public, était intervenu sur le domaine public, sur les bailleurs sociaux. Et il m'avait dit une chose, il m'a dit, vous savez, nous, quand on veut faire économiser l'énergie dans un bâtiment, faire attention à la lumière, faire attention à l'eau, c'est pas les parents qu'on forme, ce sont les enfants qu'on forme. Oui. Et quand les enfants disent aux parents, mais t'as pas fait ça, etc., c'est beaucoup plus simple. Et les parents écoutent. Quand les parents disent aux enfants, il faut faire ça, ils écoutent rien. Par contre, l'inverse, c'est exceptionnel. Et voilà, il faut trouver cette pédagogie. Alors, je dis pas qu'il faut former les copropriétaires de cette façon-là, mais il faut trouver des solutions aujourd'hui de pédagogie, d'accompagnement pour justement fédérer et réussir ces projets. Pédagogie, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois. Hein. Et formation. Oui, formation. Ce sera la conclusion. Je pense que globalement, c'est le sujet qui va revenir. Après, on peut toujours parler de nouveaux usages, de nouvelles technologies, du pilotage des bâtiments. Mais tout ça, ça se fera forcément avec l'humain derrière. C'est-à-dire qu'on peut mettre de l'intelligence artificielle sur le pilotage de nos équipements. Si les humains qui sont censés l'utiliser ou le maîtriser ne l'utilisent pas correctement ou ne font pas preuve de sobriété énergétique, pour en reparler, clairement, on pourra pas gagner et on ira vers la fin du monde. Et moi, je rajouterais un terme qui est effectivement la coopération et la coordination la coordination de la filiale. C'est un peu ce qu'on disait aussi en début. C'est important que l'on puisse travailler ensemble sur l'ensemble de la chaîne. Comme disait Mathieu, il y a toute une partie, il doit aller jusqu'au montage de projets financiers. Et c'est vrai que là, on peut travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers, puisque au niveau d'EDF, vous m'avez demandé quelles offres. Oui. On fait aussi tout l'accompagnement sur les certificats d'économie d'énergie, ainsi que avec une de nos filiales, sur les prêts collectifs aux copropriétés. Donc, tout ce montage financier doit être simplifié et facilement abordable pour les copropriétés, de manière à ne pas les noyer sous un ensemble de sujets et arriver avec un projet à peu près ficelé et clair. Merci beaucoup Nathalie Mougeot d'avoir répondu à mes questions. Merci également Mathieu Ledrezen. Et puis merci Édouard Morlot. Merci à tous les trois. Bon salon, parce que ça se poursuit. Merci beaucoup. Merci également à vous de votre fidélité, de continuer à nous suivre. On continue à vous faire suivre justement cette nouvelle édition du Salon de la copropriété et de l'habitat. C'était bien sympa de vous avoir tous les trois. Merci à vous. Partagé. L'émission est disponible également sur Radio Imo, bien évidemment, en replay également sur les différentes plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Salut. Le Salon de la copropriété, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Drieux Combalusier et Axéo sur Radio Imo.